Tout le monde est maintenant, alors là c'est le comble ce soir, hein. Ça me fait très plaisir. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir, d'avoir l'occasion et l'honneur d'animer la rencontre de ce soir. Hein. Et je vous demandais bien évidemment de faire un accueil avec moult applaudissements à Madame Anne Meunier. Alors, bien évidemment, un micro, deux micros même, vont être mis en circulation, parce qu'on a très envie, je pense, ici d'avoir vos retours, vos questions sur le film. Et je vous propose d'amorcer la discussion, si vous voulez bien, avec deux questions un petit peu générales, et puis après, bien évidemment, ce sera la fin. J'ai envie de m'adresser à vous d'abord, pour commencer, Anne. Ce qui m'intéresse beaucoup dans le film, c'est qu'il a l'argument et les atours du thriller psychologique, mais que dans le même temps, il déjoue certaines des attentes du film de genre pour se livrer plutôt en priorité, vous me direz si vous êtes d'accord, à une étude familiale. Est-ce que c'était le projet de ce film, le projet sous le projet de film de genre? Oui, tout à fait. En fait, ce que je voulais faire avant tout, c'est parler de sentiments, en fait, et beaucoup de l'amour paternel, même si de l'amour filial, mais de l'amour paternel. Et moi, je fais des films souvent qui parlent des relations humaines, des relations familiales, et il faut un petit peu se le renouveler. Alors, j'ai fait des comédies, j'ai fait des drames, et puis là, je me suis dit, je vais essayer de le raconter sous forme d'un thriller. Voilà. José, j'ai envie de me tourner vers vous. Comment vous vous êtes emparé de ce rôle très singulier, celui d'un homme qui d'abord semble sincèrement affecté par ce qui lui arrive, et qui très vite se montre très rationnel et très méthodique dans sa gestion de la situation, et très déconcertant? C'est ça qui m'a plu, c'est passionnant vous savez, j'adore les aspérités chez les gens. Et dans le coup près de Costa Gavras, parce que c'est un peu un film en fait qui est un petit peu en suivi différent, mais qui est un peu dans le même principe. Les gens étaient un peu surpris de me voir agir avec une espèce de violence que moi je ne voyais pas vraiment, parce qu'en fait je me battais pour ma famille. Je me battais pour trouver du travail, et en fait le travail étant l'essence même de ma vie et de la vie de famille, enfin en tout cas ce que ressentait le personnage, je tuais des gens et je trouvais mon salut là-dedans. Et dans celui-ci, c'est le rapport avec ma fille, le fait d'être dans une position assez étrange, assez inconfortable, assez rapidement avec ma fille, que je prends avec moi, et c'est ça qui me passionnait, c'est que je me suis dit qu'est-ce que la peur peut faire à un individu qui a l'air d'être un battant, qui a l'air d'être quelqu'un qui maîtrise un peu tout et qui, en règle générale, normalement d'entrée, c'est un type installé, c'est quelqu'un qui peut dire très bien, très rapidement, je vais aller voir la police et je vais leur expliquer que voilà, j'ai décidé, voilà, ce qu'on ferait normalement quand on voit un personnage aussi bien installé. Et ce qui est formidable, c'est l'écriture de Anne et la manière dont elle nous a emmenés là-dedans, c'est-à-dire qu'il reste, il est quand même sous le choc, il est aussi assez agressé par ce qui s'est passé, parce qu'il s'est rendu compte que sa femme l'avait trompé. Enfin, tout son monde s'écroule, et à ce moment-là, ça devient quelqu'un d'autre. Et il utilise sa fille, il utilise tout le monde par peur de tout perdre. Il voit son gamin. Moi, le moment déclencheur, vraiment, c'est le moment où je vois le petit garçon, et je me dis, dans ma tête, enfin en tant qu'acteur, et ce que je suis en train de dire, je sais très bien qu'il y a plein de gens qui vont se lever, qui vont dire non, vous êtes un manipulateur. Oui, je sais. Mais il faut que je le sauve, tant bien que mal. Donc en fait, j'essaie de trouver des raisons. Je vous explique un peu la manière dont moi je me raccroche pour essayer de sauver ce personnage. Parce que, évidemment, je dois toujours le sauver. Et en fait, c'est quand tu vois le petit garçon qui, à un moment, son fonctionnement, c'est de se dire bon,
Si moi je pars, on me met en garde à vue, ma fille est toute seule, le petit est tout seul, il va se retrouver tout seul, enfin, et mon monde, voilà, mon monde va s'écrouler au fur et à mesure, et la peur commence à le saisir, et il devient assez machiavélique. Et vous évoquiez donc cette question de la relation entre le père que vous jouez et la fille qu'interprète Capucine Belle-Marie. C'est même une double relation père-fille que donne à voir le film, avec d'un côté un père, André Dussolier, en deuil bien évidemment, mais dont on sent qu'il a pour les autres une sorte d'amour désintéressé qui va reporter sur le personnage de Capucine Belle-Marie, et puis votre personnage qui a un rapport beaucoup plus intéressé, beaucoup plus utilitariste. Enfin, c'est un personnage très déconcertant. Il est déconcertant parce qu'il a l'impression que quand lui va bien, tout va bien. Parce que, en fait, comme beaucoup de gens, il a l'impression que tout ce qui est matériel peut subvenir au plaisir des gens, à la vie des gens. Donc il a l'impression que comme lui, il a réussi, qu'il s'est battu, qu'il se donne du mal, et qu'il amène tout ce qu'il y a de matériel à sa jeune femme, qu'il a son petit garçon qui est l'enfant roi, et puis il voit aussi sa fille qui est un peu, qui doit lui rappeler, enfin c'est ce que je me suis imaginé, mais un peu les années de galère, et c'est ça qui est un peu violent, parce que tout d'un coup, un peu ce qui ressemblait à des années de galère, il l'aime, il s'amuse avec elle et tout ça, mais voilà, il ne s'en occupe pas vraiment, et tout d'un coup il la prend en otage immédiatement, alors que c'est un type qui a l'habitude de prendre des décisions, qui a l'habitude d'avancer, mais là il se raccroche à sa fille, c'est ça qui est assez violent, et d'ailleurs André Dussolier a sa femme qui elle l'idolâtre et qui lui reproche un peu de ne pas lui avoir donné la vie que moi je donne à sa fille, et qui est complètement sous le charme de tout ce que je dis, de tout ce que je fais, et André qui lui est quand même la voix de la raison, et qui est un homme qui aime profondément sa fille et sa femme, mais qui réagit plus intelligemment que de manière cupide, comme moi. Comment vous avez envisagé ce personnage justement qui interprète José Garcia? Est-ce que vous avez, comme José, essayé de le défendre au moment de l'écriture et de la mise en scène? Bien sûr, toujours, parce que moi, quand j'écris, je ne me mets jamais au-dessus de mes personnages. Je n'ai pas de méchant, de gentil, c'est l'humain, et chacun fait avec ce qu'il est, et avec son potentiel. Et sur chacun de mes personnages, je me dis, est-ce que j'aurais agi mieux que lui? Je ne suis pas sûre. Ou est-ce que j'aurais agi aussi bien? Si on prend le personnage d'André Dussolier, je ne suis pas sûre non plus. Et pour moi, le personnage d'Alexandre, effectivement, c'est quelqu'un qui est un peu dans la toute puissance. Il est au moment de sa vie où tout lui réussit, et donc où il a beaucoup à perdre, et où il a un petit peu de mal à se dire que les autres sont différents de lui. Donc s'il va bien, comme il est généreux, matériellement, tout le monde va bien, mais que les autres puissent avoir d'autres besoins que lui, il a du mal à le concevoir. J'ai envie de me tourner vers vous pour savoir s'il y a des réactions, des questions peut-être que vous auriez envie de poser à Amélie ou à José Garcia. Oui, c'est une grande salle. C'est impressionnant aussi d'y répondre ici. Alors, j'imagine vous, mais quand même, je suis sûre que vous en avez. Ils sont sous le choc. Je vois qu'il se lève tout au fond de la salle. Ah oui, bravo. Il y a un débat, il y a un monsieur qui s'est gratté le nez, le pauvre, et je fais « Ah, monsieur, vous avez une question comme ça ?» Et en fait, il en avait une. Bonsoir. Quand vous avez écrit le scénario du film, est-ce que vous avez pensé immédiatement à José Garcia pour interpréter le rôle? Alors, pas tout de suite, parce que j'écris pas en pensant aux acteurs. J'essaie de me concentrer sur le personnage, et puis ensuite on ne sait jamais si l'acteur va accepter, s'il sera libre. Assez vite quand même, vers les dernières versions, j'ai pensé à José. Et en fait, José, je l'avais quand même dans le collimateur depuis quelques temps, parce que je lui avais déjà proposé un rôle il y a quelques années, qu'il avait refusé, mais très gentiment. Et comme il avait refusé très gentiment, je m'étais dit, il y a une ouverture, je peux y revenir. En fait, non, il est juste gentil, cet homme. Donc, j'ai un peu surinterprété le fait que je pouvais y retourner. Mais, cette fois-ci, ça a marché.
Alors, pardon, on vous entend pas bien. Monsieur disait que dans le film, votre personnage était effectivement très sympathique. Oui. A priori, oui. Mais je pense que dans la Vous êtes un homme, monsieur, mais pas mal de femmes sont en train de penser exactement le contraire. Surtout, quand on s'est enlevé la révolte qui gronde. Non, mais si dans la vie, les choses moches étaient faites que par les gens méchants, on vivrait dans un monde plus simple. Beaucoup des saloperies faites dans ce bas monde sont faites par des gens qui prennent des mauvaises décisions au mauvais moment, mais en pensant quelquefois faire bien. Il y a une phrase de Renoir, qui est un de mes cinéastes préférés, qui dit ce qui est terrible dans ce monde, c'est que tout le monde a ses raisons. Et moi, j'essaie toujours d'écrire en pensant à ça. Tout le monde a ses raisons. Une autre question peut-être. Alors, il y a un monsieur là-bas qui a remis une mèche en place, et on a quelqu'un qui a une question. Personne va oser le dire. Ah oui. Je pense qu'il faut. Nous, on vous entend, mais je pense que. On va vous faire venir le micro, ce sera plus simple. Je précise que bien évidemment, les gens qui sont au balcon peuvent prendre la parole aussi, mais il va falloir parler très très fort. N'hésitez pas. Mademoiselle, elle l'a pas vu. En fait, il y a un monsieur ici. Le monsieur, il est là. 7e, 8e rang. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je voulais vous poser une question à savoir au niveau du principe de l'écriture. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Est-ce que vous avez fait divers fois ou est-ce que vous avez fait un fil au fur et à mesure où vous avez fait votre histoire? Et puis après, une question au niveau de José Garcia. Qu'est-ce qui est plus facile à faire? Des rôles comiques ou des rôles noirs? Parce que je compare un petit peu à ce qu'a fait Daniel Auteuil maintenant aussi. Beaucoup de comiques au début, et maintenant elle cherche à dépeindre plusieurs personnages en fait. Alors oui, alors en fait, moi j'ai rarement une idée, c'est plusieurs idées qui font qu'à un moment j'ai des fils que je tire. Alors j'avais vu en promenant en montagne un chalet qui avait été emporté par un glissement de terrain qui était resté comme ça un peu en suspension. Donc ça c'était une image qui m'avait frappée, qui est revenue sous une autre forme là. J'avais, il y a longtemps, un petit peu suivi l'affaire Viguier. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir, mais il y avait quand même un truc avec les enfants. Le père était accusé de la disparition de la mère, et les enfants avaient pris parti pour le père. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est d'être à cette place tiraillée entre les personnes qu'on aime le plus? Et puis voilà, en fait, quand je commence à avoir suffisamment de fil, ben, je commence à tricoter. Voilà. Et ce qui est le plus difficile, je vous dirais que ça reste la comédie. Parce que dans la comédie, en fait, on n'a pas une exigence, ou en tout cas, de temps en temps, il y a cette exigence, mais dès qu'on dit bon, c'est une comédie, pas mal de gens passent sur des détails qui sont très importants. Donc en fait, nous, en tant qu'acteurs de comédie, on est plutôt très tendus sur une comédie, très très à vif, même si on se balade et qu'on rit beaucoup avec les gens. C'est très éprouvant parce que il faut garder une rythmique, il faut garder une concentration permanente, même si ça a l'air d'être complètement évaporé, parce qu'en plus de ça, il faut contrôler un certain nombre de choses que les gens laissent un peu au hasard, en croyant qu'il va y avoir des miracles qui vont se passer. Et dans les films, écrits par un auteur, par quelqu'un qui en plus connaît bien le métier et tout ça, c'est formidable parce que le scénario déjà arrive, il y a déjà tout. Après, ce qui est formidable, c'est qu'on n'a plus qu'à jouer toutes les émotions, mais si vous voulez, il y a un metteur en scène qui tient vraiment la baraque, qui est vraiment concentré sur ce qu'elle veut, elle sait exactement, elle l'a écrit, et la caméra vient prendre les émotions. Donc si vous voulez, c'est un pied complet à jouer. Je vous dirais que dans le plaisir de jouer, rien de meilleur qu'un film d'auteur. Mais c'est vrai que dans la comédie, moi, quelquefois, je me suis arrêté quelquefois pendant quelques temps d'en faire, parce qu'il y avait une espèce de laisser-aller sur plein de choses, où on attend un peu, si vous voulez, que nous, on crée, ce qui arrive souvent d'ailleurs, c'est-à-dire de trouver des idées et de trouver des fulgurances, comme on dit, ou des impros qui permettent de faire qu'une comédie part de là à là. Et c'est bien dommage, parce qu'en fait, quand on a une exigence d'être auteur, en tout cas, comme par exemple, vous avez été Si je m'en deux, où les auteurs avaient fait un travail très très pointu, et tout ça, ça marche, quoi, parce que voilà, on est vraiment dans des relations entre personnages et ça fuse.
Et après, écoutez, à chaque fois qu'on fait le million, on met un cierge. Voilà. Et donc, monsieur, vous évoquez Daniel Auteuil. Et merci pour Daniel Auteuil. Qui a partagé l'affiche avec José Garcia d'une très très grande comédie qui s'appelle Après vous de Pierre Salvadori. Alors là, évidemment, on est dans une comédie d'auteur, donc Pierre Salvadori, qui est un as de l'écriture, du scénario, et qui, voilà, et là c'est encore autre chose, c'est-à-dire que voilà, on est vraiment dans un travail aussi de minutie. Et je dirais toutes les grosses comédies un peu flamboyantes. Voilà. Y a-t-il une autre question qui veut prendre la parole? Je regarde les deux salles. Là-haut. C'est très impressionnant quand même. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, effectivement, je suis très volontaire. Petite question pour ma culture personnelle. Pourquoi avoir choisi la Perle des Vosges comme décor? Alors, il me fallait de la montagne. Et on a pas mal de choix de. Voilà, des ravins, des torrents, et puis des éléments forts. Et on a pas mal de choix de montagne en France. Mais en allant dans les Vosges, d'abord, j'ai trouvé ça très beau. Il y a une espèce de mystère qui plane, c'est des montagnes mais qui ne sont pas trop hautes, donc le ciel est présent, on sent tous les nuages, le brouillard et tout ça. Et puis aussi, c'est une région qui a été beaucoup moins filmée. Et ça, c'était super, on se sent un peu pionnier tout d'un coup, de pouvoir montrer des paysages, des endroits qu'on ne connaît pas tant que ça comme spectateur. Une autre question peut-être. Madame au premier rang. Ah, on a deux dames au premier rang. Alors, on va essayer de répartir la parole. On va donner la parole d'abord à mademoiselle au premier rang. Aucun favoritisme. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez venu l'idée de mettre un chien dans le film. Excellente question. C'est une très belle question. En plus, ce chien, il est un petit peu contrariant parce qu'en fait, il était très bien élevé et il refusait de monter sur le lit. Il avait bien intégré qu'on ne mange pas sur le lit, qu'on ne monte pas sur le lit et qu'on ne mange pas les crêpes des gens. On a eu beaucoup de mal à faire désobéir à sa bonne éducation. Il y avait pour moi un moment, quand le grand-père se retrouve tout seul avec son petit garçon dans la maison, il se dit mais c'est tellement terrible pour ce petit garçon qui était dans une maison pleine de vie, de se retrouver tout seul avec lui, et même s'il aime profondément son petit-fils, il y a un truc de dire je suis quand même un vieux monsieur, ça va pas être très rigolo. Donc voilà, il faut quelque chose qui ramène de la vie, et un chien, ça ramène bien. Et il était très sympa par ailleurs, ce chien. Mais trop obéissant. Enfin, au début, quand il est rentré chez lui, après. Ah oui, ensuite, pareil. Manger des crêpes sur les lits. On a revu le monsieur, quand on est allé à Gérardmer, le propriétaire du chien, c'est un chien de gendarme. Et il paraît qu'on lui a ruiné son éducation. Il fait du capricieux, il fait n'importe quoi. Merci beaucoup pour cette question. Merci pour cette très bonne question. Alors, madame voulait prendre la parole, mais pour souci d'équité, je vais donner la parole au balcon et je redescendrai ensuite à l'orchestre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. D'abord, je vais féliciter Romain qui a amené le micro en sprint dance pour ça que tout le monde a applaudi ici. Donc, on peut les applaudir. Merci. Voilà, c'était le petit message. Non, moi j'avais une question à Madame Amelny. Du coup, moi c'était plus sur votre. Parler de sentiments, vous voulez parler de faire un film au niveau des sentiments. Moi, le sentiment qui me marque, c'est plus une sorte de mélancolie joyeuse à travers notamment vos choix musicaux, qui est de musique classique un peu lente. Je voulais savoir si c'était dans ce sens-là aussi, et puis si j'avais eu bon niveau du sentiment. Alors, c'est une musique qui a été composée spécialement pour le film par Benjamin Esdrafo. Et c'est sûr que quand je travaille avec lui, moi je ne suis pas très musicienne, je ne sais pas jouer d'un instrument, je ne connais pas le solfège, etc. Donc je m'excuse toujours auprès des musiciens, mais je discutais avec lui justement toujours de ça, du sentiment de la scène. Je disais voilà ce que la scène raconte,
voilà ce que je voudrais que les gens ressentent. Et en fait, on parlait de dramaturgie. Et je fais toujours attention de ne pas mettre de musique sur les dialogues parce que ça m'énerve dans les films. J'ai l'impression qu'en tant que spectateur, qu'on me dise ce que je dois ressentir. Donc quand il y a du dialogue, je laisse les gens tirer leurs propres conclusions. Mais effectivement, j'aime beaucoup votre expression parce que c'est sûr que la fin, et j'aime beaucoup la musique qu'il a fait à la fin du film, c'est ça, c'est à la fois une famille qui va réussir à se reconstituer tant bien que mal, mais sur une tristesse, sur quelqu'un qui a disparu, qui n'est plus là, et ça c'est irréparable. Et je voulais une musique qui à la fois dise la vie va continuer, parce que c'est comme ça, on peut vivre même avec un bras en moins, une jambe en moins, et sa maman qui n'est plus là. Mais malgré tout, voilà, on est tiraillé entre ces deux sentiments. Tout à fait. J'en reviens à madame au premier rang. Oui, moi je me demandais s'il y avait une scène en particulier qui avait été difficile à tourner. Alors, a priori, du coup, il y a la scène du chien, mais peut-être une autre. Quand même, la scène de l'accident, c'était quand même. De pousser. On a quand même fait, lui, il a quand même fait descendre avec des câbles et tout ça. Et la pauvre Ophélia Cobb, on l'a fait descendre en tyrolienne jusqu'au fond du ravin. Vraiment, j'ai adoré lui proposer ce rôle. J'ai dit Ophélia, donc voilà, c'est un rôle, on te tue tout de suite, tu vas être obligé de faire des photos dénudées. Et ensuite, tu vas descendre en pleine nuit en tyrolienne au fond d'un ravin. Et tu vas être couché pendant des heures sur de la pierre glacée et humide. Mais il y a José Garcia qui sera ton mari. D'habitude, c'est moi qu'on appelle pour ce genre de truc. Non, les scènes, si vous voulez, il y a toujours des scènes qui paraissent pas très compliquées, mais enfin, on sent pas vraiment la complexité, mais c'est vrai que quand il fait froid, on tourne la nuit, et toutes ces choses-là, c'est toujours un peu particulier. Moi, dans les scènes, on a eu plutôt plein de moments très excitants, parce que la scène avec André, où on se travaille un peu, on se suit un peu de l'un à l'autre, c'est toujours un plaisir de travailler avec André Pucelier, parce qu'il est tellement plein de matices, tellement plein de choses différentes, qu'on voyait Anne qui venait nous voir, il y a un truc là, je suis appuyée là, voilà. Je ne suis pas très poker face, donc ça c'est jubilatoire, quoi, arriver à son metteur en scène qui est content et tout. Et on a fait, il y a plein de scènes comme ça qui ont été jubilatoires, parce que même avec Capucine, qui la pauvre, je maltraite d'une certaine manière, de manière psychologique, ça a été compliqué, mais en même temps magnifique. Il y a des scènes au bord de la route à un moment où je lui explique qu'elle peut pas aller dans la police, que c'est assez horrible de la ramener dans ce sens-là, mais quand on a réussi la scène, c'était vraiment une merveille. Mais dans le froid, ça me rappelle surtout quelque chose d'autre qui n'a rien à voir. C'est que c'est vrai que souvent on ne se rend pas compte des endroits où on peut être en fonction du climat. Il y a des choses qui peuvent être absurdes. Moi, un des premiers films que j'ai fait au Canada. J'étais le long d'une route, comme ça, il faisait moins 35, un froid très très sec, et j'ai même pleuré. Et en fait, j'ai pas une larme qui est sortie de mes yeux, parce que dès qu'une larme partait, elle s'effaçait à cause du froid. Donc voilà, j'ai jamais réussi cette scène, et c'est pour ça que maintenant je fais super attention à la topographie. Mais vous savez aussi, il y a une chose très bizarre sur les films, c'est qu'il y a des scènes, on sait qu'elles sont difficiles, on sait que c'est dur à jouer, que c'est compliqué à mettre en scène, que par exemple il faut beaucoup fournir émotionnellement, donc tout le monde est très préparé, et en général, on s'en sort bien. Et c'est toujours la petite scène où on dit non mais ça vraiment c'est fastoche, ça va en 2 heures, c'est plié, et hop, on va. Et alors celle-là, tout d'un coup, elle résiste. Et rien ne marche, et tout coince. Parce qu'on y est arrivé un petit peu trop sûr de soi, et en se disant ça va être facile. Et là, Si, on a un truc, mais ça n'a rien à voir, ça c'est plus un accident de tournage, c'est qu'à un moment il s'est mis à neiger, mais alors vraiment à neiger très très costaud, et on regarde la situation, tout le monde regarde, tout le monde se dit, il n'y a pas de problème, machin. Le dire de prod dit, écoutez, c'est simple, on va aller chercher une déneigeuse, ne vous inquiétez pas, le truc sera réglé en 5 minutes, on sort les camions, demain on pourra les tourner ailleurs. Et la déneigeuse est arrivée, et elle a coupé tout le système électrique de tout le quartier. Donc on s'est retrouvé en
Champs-Élysées. Les gens du quartier, évidemment, nous sommes moins aimés. Là, C'était personne de notre équipe qui conduisait la Non, non. Non, mais sur une idée à nous. on a dit arrêtez, ça tourne. C'était pendant la grande scène que je faisais avec Ophélia. On était en train de sautiller en disant ils sont tellement bien, c'est vraiment bien. Boum, plus de lumière. Parce qu'un régisseur a demandé au conducteur du chasse-neige de couper le contact pour ne pas déranger la scène, pour ne pas faire de bruit. Très gentiment, il l'a fait, mais il avait oublié qu'il n'y avait pas de frein à main sur sa machine. Il est parti en arrière. D'autres questions peut-être? Oui. Pour le rôle de Lison, vous avez choisi un casting? Oui, tout à fait. Parce qu'elle joue très très bien. Elle est super, hein, ouais. Extraordinaire. Autant les autres acteurs, presque tous, je fais aussi des castings, mais c'est des acteurs que je connaissais, que j'avais vu jouer. Mais évidemment, elle avait 19 ans, elle était très jeune, elle n'avait rien fait, donc on a fait des essais et tout de suite elle a. Elle a déjà fait le métier avant vous? Oui, elle avait déjà tourné et elle était dans un cours de théâtre, mais elle avait fait des petits rôles. Oui, brillant. Ouais. On lui transmet. Et c'est un personnage effectivement qui passe par toutes les émotions dont on épouse le regard. C'est peut-être le vrai personnage pivot de bien sûr, bien sûr. On est de son point de vue. Et c'est très difficile parce que les émotions arrivent de la plus grande jusqu'à la dernière. Et ce qui est très difficile, c'est qu'une fois qu'on a pris la plus grande émotion, c'est-à-dire au début qu'elle se rend compte que voilà, il y a eu un accident, qu'elle doit m'aider, qu'elle doit faire toutes ces choses. Si vous voulez, une actrice de la qualité de Capucine arrive à trouver plein de choses. Mais le problème, c'est après. C'est que dès qu'on est rentré dans la 5e ou la 6e scène, où elle doit encore analyser des situations, puisqu'elle reçoit beaucoup d'informations, c'est comment se recréer là-dedans. Et c'est ça qui a été très fort chez elle, c'est que elle a beaucoup dirigé aussi, pour trouver à chaque fois une nouvelle émotion ou un nouveau regard ou quelque chose, et l'avoir évolué aussi dans un autre sens. Ouais. Vous êtes parfait pour l'embrouiller, hein? Ah, dès qu'il s'agit d'envoyer quelqu'un, on m'appelle moi, vous savez. On va lui. Je suis le rat des gablots. Je vais avec les enfants tout petits, je les envoie encore mieux que les autres. On avait, je crois, une question au balcon. Bonsoir, monsieur. Non, pas dans le micro. Ah là oui. J'ai plus ressenti, du coup, vous avez voulu traiter la réaction du personnage de José Garcia après l'accident. Est-ce que vous avez été tenté de peut-être plus mettre du doute sur est-ce que c'est un accident ou pas un accident? Assez vite, je me suis dit que non, parce que c'était pas ça mon sujet. Et vous savez, on dit souvent il y a deux types de thrillers. Il y a ce qu'on appelle le whodunit, il y a le who has done it, qui est et Agatha Christie. Pendant tout le film ou le livre, c'est juste qui a fait le truc et on le découvre à la dernière seconde. Et puis, il y a le suspense comme le décrit Hitchcock, c'est-à-dire que le spectateur sait les choses, mais se demande juste comment il va s'en tirer, qu'est-ce qu'il va faire pour s'en tirer. Et moi, j'ai assez vite choisi d'être dans ce type de problématique. Mais sinon, c'est un accident. Non, mais c'est vrai, elle est montée sur le muret. Non, et puis. Elle est petite bonne, je lui dis en plus. Non, tu voulais vraiment te réconcilier avec elle. Oui, bien sûr. Enfin, je voulais avoir une explication, ça aurait pu être beaucoup plus tard. On avait plusieurs niveaux de lecture, bon, elle a voulu vraiment faire un truc soft. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir, monsieur. Bon, bonsoir. Une question pour José, que j'apprécie énormément, qui restera toujours la Cindy Crawford. Je suis sérieux pour qu'on oublie un peu, mais... On l'a dans la boîte. Non, ma question, c'est lorsque vous êtes face au capitaine et que vous voyez votre fille, en fait, contredire votre version, dans quel état d'esprit, en fait, psychologique vous êtes? Dans un esprit de honte, parce que je sais tout ça. C'est déjà ce que j'ai fait. Ce qui est terrible, c'est qu'à partir du moment où je commence déjà à la manipuler,
où elle commence à me dire mais en fait tu ne m'aimes pas, tu n'as jamais été vraiment là pour moi. Je sais déjà que je commence à être vraiment la pire des choses, quoi. Un père en temps normal aurait pris, enfin en temps normal, il n'y a pas de temps normaux, il y a simplement que des maladresses, que des choses terribles, mais c'est ça qui m'intéressait dans ce rôle, c'est-à-dire que moi, José, en temps normal, je pense, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on fait, que j'aurais dit, écoute, voilà, je vais aller voir, je vais prendre moi la charge, mais je ne mettrai jamais à mon enfant. Et ce qui est terrible, c'est que lui, qui est un type qui a l'habitude quand même de prendre des décisions, qui est un type qui a réussi, qui a un chef d'entreprise, un honneur et tout ça, tout de suite, c'est là que c'est particulier. Et en fait, on ne sait jamais quelle est la réaction, c'est ce que je dis depuis quelques jours, si nous sommes tous ici réunis dans cette salle aujourd'hui, n'oubliez jamais que c'est parce que nos ancêtres, il y a très très longtemps, dès que quelque chose arrivait et était dangereux, partaient au courant. Personne n'a jamais affronté un grizzly, sinon il y aurait personne qui serait encore vivant dans le coin. Donc c'est en fait la première le premier des réflexes, en fait, souvent, c'est la fuite, c'est de ne pas affronter les choses, c'est les esquiver, puisque c'est comme ça, on vient de là. Et lui, en fait, lui qui a l'habitude d'affronter quand même pas mal de choses dans son métier, décide, par peur, par maladresse, par peur aussi de perdre ce qu'il a. C'est ça qui est terrible. Parce qu'il est arrivé, et en fait c'est ça qui est très bien dans le scénario, c'est que Anne nous a mis au moment où on sent que ma société est en train de décoller vraiment. Que le type s'est monté tout seul dans les Vosges, il a réussi à trouver une idée qui est géniale, c'est des chalets en bois qu'il exporte partout, et on sent que ça y est, il commence à toucher le crâne. Et là, il y a tout ça qui se mélange, et c'est vrai que quand votre enfant vous regarde et vous dit, ben non, c'est pas ça, c'est la honte la plus totale, c'est une espèce d'effroi. Alors, d'ailleurs, même à la fin, je trouve que c'est très difficile de voir comment cette famille va se recomposer. Parce que tous les jours, quand je verrai le petit, je verrai qu'en fait, d'une certaine manière, c'est moi qui suis un peu fautif, enfin même très fautif de la mort de sa mère, et que ma fille me regardera toujours avec le regard de quelqu'un qui a essayé de la manipuler comme ça. Donc voilà, je pense pas qu'on aura une suite, mais c'est difficile à cette famille de se recomposer vraiment, même s'ils ont essayé de mettre du mieux qu'ils peuvent, et puis il y aura toujours le regard des grands-parents. Enfin, je veux dire, c'est lourd de sens. Une autre question peut-être. Fais-moi la Sydney, là. Je vois une main qui se lève, tout en haut. Bonsoir et merci pour l'excellente qualité de ce film et des jeux d'acteurs. Ma question concerne André Dussolier. Je me suis demandé quand s'était fait le choix de André Dussolier, parce qu'il est tellement juste qu'on n'a presque l'impression d'un rôle sur mesure. Merci. Merci. Oui, il est merveilleux, André. Aussi, vers la fin, j'ai assez vite pensé à lui. Alors, je le connaissais un petit peu, André, j'avais joué avec lui une fois, je savais qu'il avait envie on s'était dit qu'on avait envie de travailler ensemble. Et dès que je suis arrivée au bout du personnage, j'ai eu sa voix dans l'oreille, et puis il y a aussi quelque chose qui était aussi plaisant, qui était un peu de retourner les choses, parce qu'André, il a joué beaucoup de manipulateurs, il a joué beaucoup de personnages, des politiques assez froids, assez cyniques, et là justement, de lui faire jouer un homme, je disais André, vous jouez Jean Valjean, lui faire jouer un homme qui justement est dans l'amour inconditionnel de sa fille, et qui a tellement aimé sa fille qu'il est capable aussi d'aimer cette jeune fille qui voit tellement désemparée, tellement perdue. Donc c'était très plaisant de lui faire ça, et de prendre José qui a joué tellement de personnages sympathiques et qui ne sont que des personnages joviaux et puis généreux et très clairs, et de lui faire retourner ça et de faire un petit peu un échange entre les emplois de chacun de ces acteurs. Ça, c'était très, très amusant à faire aussi, et très excitant. En fait, en quelque sorte, ce genre de retournement au sein même du film aussi, je pense au personnage de l'amant, dont on n'a pas encore parlé. Oui. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il soit tout à fait autre chose. On découvre quelqu'un qui est très généreux, qui est beaucoup plus consistant,
Oui, que mais ce à quoi on aurait pu s'attendre. c'est ce que je disais à l'instant, il le découvre lui-même. Elle a un petit peu une liaison avec le moniteur de ski ou le moniteur de voile, a priori, un type qui n'est pas... mais en fait, ce type, c'est juste un type bien. Alors, je pense que lui-même ne prend pas cette histoire tellement au sérieux, qu'il doit avoir un petit peu, voilà, c'est un petit garçon, d'autres histoires, d'autres affaires. Mais avec ce qui se passe, il est carré, et il est droit, et il se découvre une profondeur aussi, et il lâche pas, et il laisse pas tomber. Et c'est pour ça que la petite Capucine, c'est la première personne à qui elle s'accroche, instinctivement, en sentant qu'avec son père, il y a un truc qui lui fait porter des choses, et que ce type-là, il est à l'endroit où il doit être, et elle peut lui faire confiance. Une autre question peut-être? Je l'avais partagé. Ah, et il y a aussi un monsieur là-bas. Ouais. Alors ça va prendre un petit peu de temps. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Déjà, merci pour le film. Et je voulais vous demander pourquoi est-ce qu'au début du film, le couple va voir justement une pièce de théâtre norvégienne d'Épinal. Voilà. Pourquoi tout ça? Et aussi, ton micro, je tiens à remercier José Garcia pour son apparition dans 10% et pour sa prestation en Mouchou dans Mulan. Un spectre large. Merci. Et j'étais dans Encanto aussi, si je veux bien d'accord. Alors, pourquoi du théâtre norvégien? Parce que j'ai pensé à un auteur qui s'appelle Lars Norén et qui c'est un auteur contemporain et qui fait des psychodrames familiaux, donc ça me faisait un petit peu rigoler, même si je ne le cite pas. Et puis, c'est un peu triste à dire, j'ai un peu exploité le cliché que si on dit qu'on va voir une pièce norvégienne, a priori, on se dit qu'ils n'ont pas été voir le vaudeville de l'année, et qu'il fallait qu'ils rentrent un petit peu tôt pour que la jeune fille soit prise de court. Voilà, et ils sont partis à l'entracte, du coup. J'espère qu'il n'y a pas de Norvégien ou de spécialistes du théâtre norvégien, que je respecte beaucoup par là. D'autres questions peut-être? Ah, monsieur au premier rang. On vous fait faire tout un trajet. Merci encore. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Moi je voulais savoir, dans l'écriture du scénario de base, quand vous démarrez le tournage, est-ce qu'il y a des modifications mineures ou majeures, ou des fois vous vous dites ça, je vais le faire comme ça, je vais le faire comme ça, ou les acteurs, est-ce qu'il y a un échange acteur-réalisateur? Parfois on vous dit non, moi je peux pas jouer comme ça va pas, je préférerais qu'on joue comme ça. Ou alors c'est le réalisateur qui, je vais pas dire qui décide, c'est draconien, mais qui se dit on fait comme ça et point barre. Alors, c'est pas pour rien que j'ai joué un capitaine de gendarmerie. En fait, c'est une discussion que j'ai avant avec les acteurs. Je fais des lectures du rôle avec chaque acteur. Parce que je pars du principe que quand un acteur a du mal à dire une réplique, c'est qu'elle est mal écrite. Un bon acteur. Donc je modifie pour ça. Et ensuite, sur le tournage, j'ai plutôt tendance à couper. Parce qu'il y a des fois, la phrase est écrite, et puis si je vois que dans les répétitions, que si on peut l'exprimer avec un regard ou un geste, ben c'est toujours mieux, je trouve, au cinéma que par une phrase. Mais sinon, le scénario, quand même, il bouge assez peu. Bien, je crois que le temps nous est compté. Je vais donc vous remercier une fois encore pour votre disponibilité.